La basse vrombissait dans ma poitrine comme un second battement de cœur tandis que je me frayais un chemin à travers la foule de l'Encore, 2 verres trop chers en main. Simone avait demandé son habituel, un vodka tonique avec beaucoup de citron vert, et je m'étais servi un whisky pur. Des boissons simples pour ce qui aurait dû être une simple soirée avec ma femme. Je m'appelle Adrian Blackwood et je construis des choses pour vivre. Des maisons, des rêves, des avenirs, du béton et de l'acier façonnés en quelque chose de durable. À 37 ans, j'ai appris que les fondations les plus solides peuvent se fissurer sous la bonne pression, mais je ne m'attendais jamais à découvrir cette vérité dans une boîte de nuit du centre-ville un mardi soir. Va nous chercher des verres pendant que je trouve Caitlin, avait dit Simone, sa robe rouge captant les lumières stroboscopiques comme du feu liquide. Je serai juste là, près de la cabine du DJ. Juste là. Ces mots résonnaient dans mon esprit tandis que je scannais la piste de danse et la trouvais exactement là où elle avait promis de ne pas être. Simone bougeait comme si elle auditionnait pour quelque chose. Les hanches se balançant au rythme, les bras levés au-dessus de sa tête, complètement perdue dans la musique. Rien d'inhabituel là-dedans. Ma femme avait toujours été une danseuse, et j'étais tombé amoureux de cette confiance gracieuse il y a des années, lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois à une conférence immobilière à Boston. Mais ce soir, elle ne dansait pas seule. L'étranger était grand, peut-être un M88, avec le genre de corps sculpté en salle de sport qui criait « entraîneur personnel » ou « vendeur de compléments alimentaires ». Sa chemise noire était moulante sur sa poitrine, et ses mains reposaient sur la taille de Simone avec la familiarité de quelqu'un qui avait déjà fait ça. Je m'arrêtai de marcher. Les verres devinrent lourds dans mes mains. Ils bougeaient ensemble comme des partenaires chorégraphiés. Son dos pressé contre sa poitrine, sa bouche près de son oreille. La foule se séparait autour d'eux, leur donnant de l'espace, comme si tout le monde pouvait sentir l'électricité crépiter entre leurs corps. Ma femme jeta la tête en arrière et rit à quelque chose qui lui chuchota. Le son transperça la musique et le brouhaha et me frappa comme un coup physique. Je ne l'avais pas entendu rire comme ça, un rire authentique, décomplexé, joyeux, depuis des mois. L'étranger la fit pivoter, et un instant, Simone me fit face. Nos regards auraient dû se croiser à travers la piste bondée. Elle aurait dû me voir debout là avec son verre, aurait dû me faire signe, ou du moins reconnaître ma présence. Au lieu de cela, elle sourit à son partenaire de danse comme s'il était la seule personne dans la pièce. Je la regardais chercher dans son petit sac, le sac à main noir que je lui avais acheté pour notre anniversaire l'année dernière. Son téléphone émergea, lisse et argenté dans les lumières pulsantes. Elle le lui tendit, et il le prit avec une aisance habituée, ses pouces se déplaçant sur l'écran. Il entrait son numéro. Elle lui donnait ses coordonnées. Ma femme échangeait des numéros de téléphone avec un inconnu tandis que je me tenais à 6 mètres d'elle, tenant son verre comme une sorte de serveur de cocktail. La partie rationnelle de mon cerveau, celle qui mesurait 2 fois et coupait 1 fois, qui calculait les exigences de portance et les tolérances au stress, essayait de trouver une explication innocente. Peut-être était-il un client potentiel. Peut-être discutaient-ils affaires. Peut-être tout cela était-il un innocent réseautage déguisé en danse. Mais la façon dont sa main s'attardait sur le bas de son dos en lui rendant son téléphone racontait une autre histoire. La façon dont elle se mordait la lèvre inférieure et hochait la tête à ce qu'il disait ensuite confirmait ce que je savais déjà intuitivement. Ce n'était pas des affaires. Ce n'était pas innocent. C'était ma femme depuis 8 ans qui flirtait avec un autre homme pendant que j'allais lui chercher ses verres comme un serviteur obéissant. Je restais là pendant 30 secondes de plus, les regardant bouger ensemble, regardant son visage s'illuminer d'une animation que je voyais rarement à la maison maintenant. Le whisky dans ma main sentit soudainement trop fort, et le vodka tonique sembla être un gaspillage de bon alcool. La chose intelligente aurait été de marcher là-bas, de tapoter l'étranger sur l'épaule et de rappeler à ma femme qu'elle était venue ici avec son mari. La chose conflictuelle aurait été de leur vider les 2 verres sur la tête et d'exiger une explication devant tout le monde. Au lieu de cela, je fis quelque chose qui me surprit moi-même. Je me suis retourné et je suis parti. Je n'ai pas tempêté, je n'ai pas piétiné, j'ai juste marché, calme et délibéré. De retour à travers la foule, vers la sortie. J'ai posé les 2 verres sur le bar en passant, en hochant la tête au barman qui semblait confus par mon don soudain. « Tout va bien, mec ?» a-t-il demandé. « Tout est parfait. » J'ai répondu et je le pensais de la manière la plus étrange possible. L'air frais d'octobre a frappé mon visage lorsque j'ai poussé les portes d'entrée du club. Terence Voss, le portier qui avait vérifié nos identités 1 heure plus tôt,
m'a lancé un regard interrogateur. Vous partez déjà? Je croyais que vous veniez d'arriver. Changement de programme, ai-je dit, en cherchant mes clés de voiture dans ma poche. Ma femme s'amuse trop pour partir. Terence a ri, ne percevant pas l'amertume dans ma voix. Chanceuse elle. Conduisez prudemment, monsieur Blackwood. Le trajet jusqu'à la maison a duré exactement 12 minutes. Assez longtemps pour que le choc s'estompe et que la clarté s'installe. Je n'ai pas accéléré. Je n'ai pas frappé le volant ni crié à la radio. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à penser à l'intégrité structurelle. Chaque bâtiment a besoin d'une base solide. Lorsque cette base se déplace ou se fissure, vous avez deux choix. La réparer ou la démolir et recommencer. Mais parfois, les dégâts sont trop profonds, compromettent trop la structure. Parfois, la chose la plus honnête que vous puissiez faire est de reconnaître que le bâtiment n'est plus sûr à habiter. Notre maison se trouvait sur Maple Street, une coloniale modeste mais bien entretenue que nous avions achetée il y a 3 ans. J'avais rénové la majeure partie moi-même. Nouvelle cuisine, salle de bain modernisée, parquet rénové. Chaque pièce contenait des heures de mon travail, des morceaux de ma sueur et de mon attention. Ce soir, elle ressemblait à la maison de quelqu'un d'autre. Je me suis garé dans l'allée et je suis resté un instant dans le camion, regardant les fenêtres briller d'un jaune chaud dans l'obscurité. À l'intérieur, tout attendait exactement comme nous l'avions laissé. La tasse de café de Simone de ce matin était toujours dans l'évier. Ses magazines immobiliers étaient éparpillés sur la table de la cuisine. Sa couverture préférée était drapée sur le canapé où elle lisait avant que nous partions pour le club. Des preuves d'une vie que nous avions construite ensemble. Des preuves d'un mariage que j'avais cru solide. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et j'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre. La porte du placard était ouverte, révélant la vaste garde-robe de Simone, organisée par saison. Elle était fière de son apparence, elle l'a toujours été. En tant qu'agente immobilière, elle comprenait que l'image comptait, que les gens achetaient auprès de quelqu'un qui avait l'air de réussir. J'ai sorti sa plus grande valise de l'étagère supérieure et l'ai ouverte sur le lit. Ranger les affaires de quelqu'un d'autre est un acte intime de déconnexion. J'ai plié ses vêtements avec le même soin qu'elle aurait utilisé. Les robes étaient bien suspendues, les articles délicats enveloppés dans du papier de soie, les chaussures appareillées et protégées. Ce n'est pas la colère qui guidait mes mains. C'était quelque chose de plus froid et de plus définitif. Sa boîte à bijoux était posée sur la commode, remplie de pièces que je lui avais offertes au fil des ans. Des boucles d'oreilles d'anniversaire, des colliers d'anniversaire, la bague de fiançailles en diamant qu'elle avait portée pendant 2 ans avant notre mariage. J'ai tout laissé intact. Ces cadeaux appartenaient à une version différente de nous, une version qui avait existé avant ce soir. La valise se remplit rapidement. 8 ans de mariage condensés en 25 kg de tissus et d'accessoires. Je la fermai et la portai en bas, la posant délicatement sur le porche devant la porte. De retour à l'intérieur, je me rendis à la cuisine et ouvris le tiroir où nous gardions les papiers importants. Nos documents hypothécaires, nos polices d'assurance, nos relevés bancaires, toutes les preuves bureaucratiques de notre vie commune. Le nom de Simone apparaissait sur la plupart d'entre eux, mais c'est moi qui avais effectué les paiements, géré les comptes, maintenu notre situation financière stable pendant qu'elle se concentrait sur le développement de sa carrière. J'ai trouvé ce que je cherchais au fond du tiroir. Les documents de l'installation du système de serrure intelligente au printemps dernier. Simone avait voulu la commodité d'une entrée sans clé, la possibilité de laisser entrer les clients dans les maisons sans clé physique. Je l'avais installé moi-même, programmé nos 2 téléphones, mis en place les codes de secours. Ce soir, j'ai supprimé son accès. Le processus a pris moins de 5 minutes. Quelques clics sur mon téléphone, un nouveau code entré dans le système, et soudain, la clé de Simone n'ouvrirait plus notre porte d'entrée. La maison ne la reconnaîtrait plus comme résidente autorisée. Je me suis versé un verre d'eau et me suis assis à la table de la cuisine, entouré du silence de notre maison. Le réfrigérateur bourdonnait. L'horloge grand-père dans le couloir tic-taquait régulièrement vers minuit. Dehors, une voiture passait occasionnellement, ses phares balayant les murs du salon. Voilà ce que l'on ressentait en paix, j'ai réalisé. Non pas l'absence de conflit, mais la présence de certitude. Pour la première fois depuis des mois, je savais exactement où j'en étais. Mon téléphone a vibré avec un message texte. Le nom de Simone est apparu sur l'écran avec un message qui a fait serrer ma mâchoire.
Je m'amuse bien. Ne m'attends pas. Je serai peut-être en retard. Je t'aime. Je t'aime. 3 mots devenus insignifiants par la répétition, comme une chanson jouée trop de fois à la radio. J'ai supprimé le message sans répondre et j'ai posé le téléphone face contre terre sur la table. L'horloge grand-père a sonné minuit, puis 1h du matin, puis 2h. Je ne suis pas allé me coucher. Au lieu de cela, je suis resté assis dans ma cuisine, buvant de l'eau et pensant aux fondations. Au moment où l'on réalise que ce sur quoi on avait construit sa vie n'avait jamais été aussi solide qu'on le croyait. À 2h30, j'ai entendu une portière de voiture claquer dehors. Puis des pas sur le trottoir, rapides et légèrement instables. Le bruit de quelqu'un essayant d'être silencieux et échouant. La poignée de la porte d'entrée a cliqueté, 1 fois, 2 fois, puis plus insistante. J'ai entendu la voix de Simone étouffée à travers le bois. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a essayé sa clé. Le verrou a émis un bip de refus. Elle a réessayé, et encore le verrou lui a refusé l'entrée. Puis sont venus les coups, d'abord doux, puis plus forts. Adriane? Adriane, le verrou ne marche pas, peux-tu me laisser entrer? Je suis resté assis à la table de la cuisine, parfaitement immobile. Adriane, je sais que tu es là. Les lumières sont allumées. Ma clé ne marche pas. Sa voix portait une note de confusion, pas encore d'alarme. Elle pensait probablement que le verrou fonctionnait mal, que c'était un problème technique qu'elle pouvait résoudre avec de la persévérance. Les coups sont devenus des martèlements. Adriane, ce n'est pas drôle. Laisse-moi entrer. Maintenant, elle semblait en colère. C'était la Simone à laquelle je m'étais habitué au cours de la dernière année, exigeante, autoritaire, prompte à blâmer les autres quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. La femme qui charmait les clients et les collègues, mais qui avait progressivement perdu patience avec son mari. J'entendis ses talons claquer sur le porche alors qu'elle se dirigeait vers la fenêtre avant. Elle regarda à travers la vitre et je savais qu'elle pouvait me voir assis calmement à la table de la cuisine. Nos regards se croisèrent à travers la distance. Pendant un instant, aucun de nous ne bougea. Puis elle désigna la porte d'entrée et prononça le mot « Ouvre ». Je secouai lentement la tête et pris une autre gorgée d'eau. Son visage se transforma. La confusion devint compréhension. La compréhension devint fureur. Elle retourna à la porte et commença à frapper à 2 points. « Tu m'as vu. Je sais que tu m'as vu. Ouvre cette porte tout de suite. » Les coups continuèrent pendant 5 minutes, puis 10. Finalement, ils s'arrêtèrent. J'entendis ses talons claquer à nouveau, l'entendis découvrir la valise que je lui avais laissée. « Tu te moques de moi ?» dit-elle assez fort pour que tout le quartier l'entende. « Tu as fait ma valise? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? » Je finis mon eau et rinçai le verre dans l'évier. Les coups reprirent, accompagnés maintenant de cris qui allaient certainement réveiller les voisins. « C'est ma maison aussi. Tu ne peux pas me verrouiller dehors. J'habite ici. » Au passé serait plus précis, pensai-je, mais je ne le dis pas à voix haute. Mon téléphone vibra à plusieurs reprises. Appels, textos, messages vocaux. Tous de Simone. Tous de plus en plus frénétiques et en colère. Je les laissai s'accumuler sans réponse. À 3h15 du matin, les coups s'arrêtèrent. Je l'entendis traîner la valise dans les escaliers, entendis une portière de voiture claquer, entendis un moteur démarrer et s'éloigner. La maison redevint silencieuse. Je montai les escaliers jusqu'à notre chambre, ma chambre maintenant, et me couchai tout habillé sur les couvertures. L'espace à côté de moi semblait vaste et vide, mais pas solitaire. Juste propre. Comme un chantier après que les débris ont été enlevés, prêt à ce que quelque chose de nouveau soit construit. Le sommeil vint plus facilement que je ne l'avais prévu. Pour la première fois depuis des mois, je ne restais pas éveillé à me demander ce que Simone pensait, si elle était heureuse, si je faisais assez pour faire fonctionner notre mariage. Je connaissais déjà les réponses à ces questions. Je les avais vues sur la piste de danse de l'Encore dans la façon dont elle avait bougé avec cet étranger et la joie sur son visage quand elle lui avait donné son numéro. Certaines fondations ne peuvent pas être réparées. Parfois, la chose la plus honnête que vous puissiez faire est de reconnaître les dégâts et de recommencer. Le soleil se leva à 6h47 du matin, peignant des rectangles dorés sur le parquet de ma chambre. J'étais éveillé depuis 20 minutes, allongé immobile et écoutant la maison se calmer autour de moi. Pas de café en train de couler en bas,
pas de douche dans la salle de bain principale, pas de nouvelles du matin à la télévision de la cuisine, juste le silence et le soulagement étrange qui l'accompagnent. Je me suis douché, habillé de mes vêtements de travail habituels, jeans, chemise de flanelle, bottes à embout d'acier, et je suis descendu pour faire le café. La cuisine ressemblait exactement à la façon dont je l'avais laissée des heures plus tôt, à une exception près, 17 appels manqués et 23 messages textes sur mon téléphone. La progression des messages textes de Simone racontait l'histoire de sa nuit mieux que n'importe quel roman. 2h47 du matin. Laisse-moi entrer tout de suite ou j'appelle la police. 3h02 du matin. C'est fou. Nous devons parler comme des adultes. 3h15 du matin. Bon, je vais chez Caitlin. Nous en discuterons demain. 3h33 du matin. Je n'arrive pas à croire que tu m'embarrasses comme ça. 4h12 du matin. Tu es enfantin et cruel. 5h28 du matin. Je sais que tu lis ça. 6h15 du matin. Nous pouvons arranger ça. Appelle-moi. Je les ai tous supprimés sans répondre et j'ai versé mon café. Noir, sans sucre, comme je l'avais toujours préféré avant que Simone ne me convainque d'essayer ces combinaisons élaborées de crème et d'édulcorant. C'est amusant de voir à quelle vitesse on peut retrouver son moi authentique quand personne ne nous regarde. Mon téléphone a sonné. Le nom de Simone est apparu sur l'écran, accompagné de la photo que j'avais prise d'elle le matin de Noël dernier, souriante, radieuse, vêtue de la robe de soie rouge que je lui avais offerte. Cette femme me semblait maintenant une étrangère. J'ai refusé l'appel et éteint complètement le téléphone. Dehors, octobre avait peint les érables de rouge et d'or éclatants. Le quartier s'éveillait, les portes de garage s'ouvraient, les voitures sortaient des allées, le rythme familier des routines matinales de banlieue. J'avais toujours aimé cette période de la journée, avant que le monde ne se complique, quand tout semblait encore possible. Mon camion de travail était dans l'allée, chargé d'outils et de matériaux pour le travail du jour. Nous finissions une rénovation de cuisine pour les Henderson, un couple de retraités qui avaient engagé mon entreprise pour moderniser leur maison ranch des années 1960. De bonnes personnes, des clients corrects, le genre de projet qui me rappelait pourquoi je m'étais lancé dans la construction au départ. Je reculais de l'allée lorsque j'ai remarqué Earl Whitmore travaillant dans son jardin juste à côté. Earl avait 73 ans, un machiniste à la retraite qui connaissait les affaires de tout le monde et n'hésitait pas à partager ses opinions. Il vivait sur Maple Street depuis 40 ans et se considérait comme la surveillance de quartier officieuse. Il m'a fait signe avec un gant taché de terre. « Bonjour, Adrian. Quelle agitation chez vous hier soir. Désolé si nous vous avons réveillé, Earl. Ne m'a pas réveillé. J'étais déjà levé et lisais. Mais votre femme faisait vraiment du bruit vers 3 heures du matin. Tout va bien ? » Les yeux d'Earl avaient le regard particulier de quelqu'un qui connaissait déjà la réponse mais voulait la faire confirmer. Dans un quartier comme le nôtre, le drame domestique était un divertissement de première qualité. Juste un malentendu, j'ai dit. Rien qui ne s'arrangera pas. Earl a arraché une mauvaise herbe de son parterre de fleurs avec plus de force que nécessaire. Je l'ai vu partir avec une valise. Elle avait l'air assez bouleversée. Je suis sûr qu'elle ira bien. Bien sûr, j'ai aussi vu cette voiture chic qui se gare dans la rue certains après-midi quand vous êtes au travail. Une chargée noire avec les vitres teintées. Je pensais que vous voudriez peut-être savoir. Mes mains se sont serrées sur le volant. Quels après-midi ? Oh, 3, 4 fois au cours du dernier mois. Reste généralement environ 1 heure. Ce ne sont pas mes affaires, bien sûr, mais un homme aime savoir ce qui se passe dans son propre quartier. Le visage buriné d'Earl était soigneusement neutre, mais son message était clair. Il avait vu quelque chose, soupçonné quelque chose, et maintenant il me donnait l'information à faire ce que je voulais. Merci de veiller, Earl. C'est ce que font les voisins. Conduisez prudemment maintenant. Je me suis éloigné du trottoir, l'esprit en pleine course. Une chargée noire. La même voiture que j'avais vue sur le parking de l'Encore, celle contre laquelle l'étranger était appuyé quand j'étais passé en allant à mon camion. La chronologie devenait plus claire, et elle remontait beaucoup plus loin que la danse d'hier soir. Le chantier des Henderson se trouvait dans la partie ancienne de la ville, où les maisons avaient du caractère et des problèmes à parts égales. Je travaillais sur leur cuisine depuis 3 semaines, démolissant des décennies de rénovations amateurs et restaurant l'espace pour en faire quelque chose de fonctionnel et de beau. Danny Kowalski, mon chef charpentier,
était déjà là à mon arrivée, mesurant les espaces des armoires avec son attention méticuleuse habituelle aux détails. Danny avait 28 ans, bâti comme un secondeur, et possédait une compréhension intuitive de la façon dont les choses s'assemblaient qui le rendait inestimable sur les travaux complexes. « Bonjour, patron. Vous avez l'air de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi. Longue nuit. Comment ça se passe pour l'installation des armoires? Nous devrions avoir les éléments au monté à midi si les mesures conviennent. » Madame Henderson est passée plus tôt avec du café et des beignets. Elle est impatiente de voir les progrès. J'ai hoché la tête et j'ai essayé de me concentrer sur le travail, mais mon esprit ne cessait de divaguer vers la révélation d'Earl à propos de la chargée noire, les rendez-vous de l'après-midi de Simone que je n'avais jamais remis en question. La distance graduelle qui s'était installée entre nous au cours des derniers mois. Patron? Danny étudiait mon visage avec inquiétude. Vous êtes sûr que vous allez bien? Vous semblez je ne sais pas différent aujourd'hui. Danny travaillait pour moi depuis 2 ans. Il m'avait vu gérer des clients difficiles, des délais impossibles et des catastrophes de construction qui auraient brisé des hommes moins forts. S'il remarquait un changement dans mon comportement, cela devait être significatif. Simone et moi avons quelques problèmes, dis-je finalement. Désolé d'entendre cela. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? En fait, oui. Vous avez toujours cet ami qui travaille dans la sécurité informatique? Celui qui nous a aidés à récupérer ces fichiers lorsque notre système a été corrompu l'année dernière. Tommy Chen? Oui, il a maintenant sa propre entreprise de conseil en informatique. Pourquoi? J'aurais peut-être besoin d'aide pour accéder à des informations qui sont techniquement les miennes, mais pratiquement difficiles à obtenir. Danny posa son maître ruban et me prêta toute son attention. Quel genre d'informations? Relevés téléphoniques, activités sur les réseaux sociaux, miettes numériques qui pourraient m'aider à comprendre ce qui s'est passé dans mon propre mariage. Ah. Danny hocha lentement la tête. Ce genre d'aide? Oui, Tommy peut certainement vous aider, en supposant que tout soit légal et conforme. Ça le sera. Je ne cherche pas à enfreindre la loi ni à faire de mal à qui que ce soit. Je veux juste connaître la vérité. La vérité vaut généralement la peine d'être connue, même si elle fait mal. Voulez-vous que j'appelle Tommy? S'il vous plaît. Et Danny, j'apprécierais que cette conversation reste entre nous. Ça va sans dire, patron. Nous sommes une équipe. Nous veillons les uns sur les autres. La matinée passa dans un tourbillon de mesures, de coupes et d'installations. Le travail physique avait toujours été ma thérapie. La satisfaction de prendre des matières premières et de les transformer en quelque chose d'utile et de durable. Aujourd'hui, le travail me semblait particulièrement important. Un rappel que je pouvais encore construire des choses qui comptaient. Madame Henderson est apparue vers 11 heures avec du café frais et des biscuits faits maison. Son visage rayonnait d'excitation en voyant la cuisine de ses rêves prendre forme. C'est encore plus beau que je ne l'imaginais, dit-elle, passant sa main sur le nouveau comptoir en granit. Harold et moi parlons de cette rénovation depuis 10 ans, mais nous n'avons jamais pensé que nous la ferions réellement. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis, demandai-je, bien que j'étais vraiment curieux. La retraite d'Harold, principalement. Nous avons réalisé qu'il nous restait peut-être 20 ou 30 bonnes années, et nous voulions les passer dans une maison qui nous ressemblait, pas comme un musée des choix de décoration de quelqu'un d'autre. 20 ou 30 bonnes années. La phrase me resta en tête tandis que je regardais Madame Henderson examiner chaque détail de notre travail. Elle et Harold étaient mariés depuis 45 ans, avaient élevé 3 enfants dans cette maison, avaient traversé toutes les tempêtes que leur mariage avait affrontées, et en étaient sortis plus forts. Qu'est-ce que cela ferait, me demandais-je, d'avoir un partenaire qui reste engagé à travers des décennies de changement, qui choisit de construire quelque chose de durable au lieu de chercher l'excitation ailleurs. Monsieur Blackwood, Madame Henderson étudiait mon visage avec une inquiétude particulière que les grands-mères réservent aux jeunes qui ont l'air troublés. Vous vous sentez bien? Vous semblez un peu distant aujourd'hui. Juste fatigué, Madame Henderson. Longue semaine. Eh bien, assurez-vous de prendre soin de vous. Un homme a besoin de repos et de bonne nourriture, surtout quand il fait un travail physique toute la journée. Mangez-vous régulièrement? La question me frappa de manière inattendue. Quand Simone m'avait-elle pour la dernière fois posé des questions sur mes habitudes alimentaires, mon sommeil, mon bien-être général? Quand l'un de nous deux avait-il pour la dernière fois montré une réelle préoccupation pour le bien-être quotidien de l'autre?
Je me débrouille bien, merci. Eh bien, si jamais vous avez besoin d'un repas fait maison, Harold et moi serions ravis de vous recevoir. Nous cuisinons de toute façon pour 6 par habitude. La gentillesse de son offre faillit me défaire. Ces gens, de quasi inconnus, montraient plus de sollicitude pour mon bien-être que ma femme ne l'avait démontré depuis des mois. C'est très généreux, Madame Henderson. J'y penserai. Mon téléphone vibra dans ma poche. Je l'avais rallumé 1 heure plus tôt, et les appels manqués et les messages avaient repris immédiatement. Simone était persistante. Je lui accordais cela. Mais la persistance dans la mauvaise direction n'était que de l'obstination. Denny s'approcha tandis que Madame Henderson retournait à la maison principale. Tommy peut nous rencontrer ce soir si vous êtes intéressé. Il a un logiciel qui pourrait vous aider avec votre projet de recherche. Où? Son bureau est au-dessus de ce magasin de réparation d'ordinateurs sur Main Street. Il a dit de passer vers 19 h après les heures de bureau. J'ai hoché la tête et je suis retourné au travail, mais mon esprit était déjà tourné vers la soirée. Ce que je découvrirai ce soir déterminerait mes prochaines étapes. Peut-être que je trouverai des explications innocentes pour tout. La charge est noire, les visites l'après-midi, la distance entre Simone et moi. Ou peut-être que je confirmais ce que je soupçonnais déjà, et alors je devrais décider quoi faire de cette connaissance. Quoi qu'il en soit, la vérité attendait. Et après 8 ans de mariage construit sur des suppositions et la confiance, j'étais enfin prêt à aller la chercher. Le soleil de l'après-midi traversait les fenêtres de la cuisine des Henderson, illuminant les poussières et le travail minutieux d'hommes fiers de leur précision. Demain, nous installerions les derniers luminaires et terminerions le projet. Les Henderson auraient la cuisine de leur rêve, et j'aurais un autre client satisfait. Mais ce soir, je commencerai la démolition de ma propre vie, une miette numérique à la fois. Certaines fondations, j'apprenais, devaient être examinées de fond en comble avant de pouvoir déterminer si elles valaient la peine d'être sauvées. Le bureau de Tommy Chen occupait le 2e étage d'un étroit bâtiment en briques sur Main Street, entre une librairie d'occasion et un café qui fermait à 16 h. L'escalier grinçait sous mon poids alors que je montais vers une porte marquée « Chen Digital Solutions » en modestes lettres noires. Danny était arrivé le premier et m'attendait dans le couloir, consultant son téléphone. Tommy termine juste avec un autre client. Il devrait être prêt dans quelques minutes. Que lui avez-vous dit à propos de ce dont j'ai besoin? Juste que vous essayez de récupérer des informations sur vos propres comptes et appareils. Il n'a pas besoin de connaître les détails personnels. Tommy est un professionnel. Il aide les gens avec la récupération de données et la criminalistique numérique tout le temps. La porte s'est ouverte et un homme asiatique mince d'une 30aine d'années a émergé, suivi d'une femme âgée serrant un sac d'ordinateur portable comme s'il contenait toutes ses économies. Souvenez-vous, Madame Patterson, disait Tommy, sauvegardez toujours vos photos sur le service cloud que j'ai configuré, et ne cliquez sur aucune pièce jointe de courriel à moins d'être absolument certaine qu'elles sont légitimes. Vous êtes un sauveur, Tommy. Les photos de mes petits-enfants étaient la seule chose qui m'importait sur cet ordinateur. Après le départ de Madame Patterson, Tommy se tourna vers nous avec un sourire. Ransomware, expliqua-t-il. C'est méchant, mais nous avons réussi à tout récupérer. Vous devez être Adrian. Tommy Chen ressemblait à tous les experts en informatique de tous les films. Mince, légèrement froissé, avec des yeux intelligents derrière des lunettes à monture métallique. Mais sa poignée de main était ferme et son bureau était impressionnamment organisé. De multiples moniteurs tapissaient un mur, et des serveurs ronronnaient doucement dans une armoire climatisée. Danny dit que vous avez besoin d'aide pour accéder à vos propres informations numériques, dit Tommy, s'installant derrière sa station de travail principale. De quel genre d'informations parlons-nous? Relevés téléphoniques, activités sur les réseaux sociaux, peut-être des données de localisation. Ma femme et moi partageons plusieurs comptes, mais elle a récemment changé certains mots de passe. Je veux comprendre ce qui s'est passé sans avoir à la confronter directement. Tommy hocha la tête pensivement. Problèmes conjugaux. Je vois cela souvent, malheureusement. La bonne nouvelle est que si vous êtes sur des comptes conjoints, ou si vous êtes le titulaire principal du compte, il existe des moyens légitimes d'accéder à la plupart de ce que vous recherchez. Il ouvrit plusieurs fenêtres sur son moniteur principal. Commençons par les bases. Avez-vous accès au système de gestion de compte de votre opérateur téléphonique? Je suis le titulaire principal du compte. Nos 2 téléphones sont sur mon forfait. Parfait.
Cela nous donne les journaux d'appel, les métadonnées des messages textes et les données de localisation si les services de localisation sont activés. Nous ne pouvons pas voir le contenu des messages textes sans son téléphone, mais nous pouvons voir quand ils ont été envoyés. Reçus et à quel numéro? Les doigts de Tommy volèrent sur le clavier avec une efficacité habituelle. En quelques minutes, il s'était connecté au site web de notre opérateur en utilisant mes identifiants et avait extrait des rapports d'utilisation détaillés. Voici la partie intéressante, dit-il, désignant une série d'appels et de messages. Ce numéro apparaît fréquemment dans l'activité de votre femme au cours des 6 dernières semaines, généralement pendant les heures de l'après-midi, lorsque je suppose que vous êtes au travail. Le numéro appartenait à quelqu'un avec un indicatif régional 508, local. La fréquence était accablante. Parfois 3 ou 4 appels par jour, des échanges de messages qui duraient des heures. Pouvez-vous identifier le propriétaire de ce numéro? Donnez-moi une minute. Tommy ouvrit une autre application et effectua une recherche inversée. Brett Ridgely, 36 ans, travaille pour Coastal Mortgage Solutions au centre-ville. Conduit une Dodge Charger 2019, noire. Mon estomac se serra. La Charger noire cœur l'avait vu garer près de ma maison, l'inconnu de l'encre. Maintenant, il avait un nom et une profession. Quoi d'autre pouvez-vous trouver sur lui? Les réseaux sociaux sont généralement la mine d'or pour ce genre de recherche. Les doigts de Tommy dansèrent à nouveau sur le clavier. Brett Ridgely. Nous y voilà. Facebook, Instagram, LinkedIn. Le type n'est pas très soucieux de sa vie privée. La présence de Brett sur les réseaux sociaux brossait un tableau prévisible. Des selfies de gym, des photos de restaurants chers, des photos de sa voiture et de son appartement en centre-ville. Il ressemblait exactement au type d'homme qui aborderait une femme mariée dans une boîte de nuit. Confiant, égocentrique, probablement assez prospère pour être dangereux. Pouvez-vous vérifier si ma femme a interagi avec ses comptes? C'est plus délicat sans ses identifiants de connexion, mais Tommy marqua une pause, étudiant l'un de ses écrans. En fait, il semblerait qu'elle ait été taguée sur plusieurs photos récemment. Laissez-moi voir. Les photos me firent serrer les poings. Simone et Brett au déjeuner, assis côte à côte dans une cabine de restaurant. Simone et Brett à ce qui ressemblait à un événement de réseautage de l'immobilier, sa main posée avec possessivité sur le bas de son dos. Simone et Brett dans son appartement, elle portant une robe que je n'avais jamais vue auparavant. Les horodatages racontaient l'histoire. Ces photos s'étalaient sur le mois dernier, documentant une relation qui avait clairement dépassé le simple réseautage professionnel. Il y a plus, dit Tommy doucement. Les données de localisation de son téléphone montrent qu'elle a passé un temps significatif à l'adresse de son appartement, généralement les après-midi en semaine. Combien de temps? 2 à 3 heures à la fois, plusieurs visites par semaine. Les preuves étaient accablantes, mais je me sentais étrangement calme. L'incertitude avait été pire que la confirmation. Maintenant, je savais exactement à quoi j'avais affaire. Pouvez-vous imprimer tout cela? Les journaux d'appel, les photos, les données de localisation? Absolument, mais Adrian, Tommy se tourna pour me faire face directement. Qu'avez-vous l'intention de faire de ces informations? Je ne suis pas encore sûr, mais je veux avoir tous les faits avant de prendre des décisions. Rappelez-vous simplement que la vengeance est un plat qui se mange froid et légalement. Quoi que vous envisagiez de faire, assurez-vous que cela ne vous reviendra pas en pleine figure au tribunal. Danny, qui avait observé tranquillement tout le processus, prit enfin la parole. Patron, peut-être devriez-vous parler à un avocat avant de faire quoi que ce soit d'autre. Obtenez des conseils professionnels sur vos options. Je le ferai. Mais, d'abord, je veux comprendre toute l'étendue de ce qui s'est passé. Tommy m'a tendu un épais dossier contenant les impressions de tout ce que nous avions découvert. Cela devrait vous donner une image complète. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, d'une analyse plus détaillée, de recherches supplémentaires, faites-le moi savoir. J'ai payé Tommy pour ses services et suis retourné à mon camion avec Denny, le dossier sous le bras comme une preuve dans une affaire criminelle, ce qui, d'une certaine manière, l'était. Tu vas bien, patron? Tu prends ça avec beaucoup de calme. Je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. Maintenant, je sais exactement quoi et avec qui. D'une certaine manière, c'est un soulagement. Quelle est ta prochaine étape? Je dois y réfléchir. Mais, Denny, merci de m'avoir aidé. Cela signifie beaucoup d'avoir quelqu'un en qui je peux avoir confiance.
Comme je l'ai dit, nous sommes une équipe. Nous veillons les uns sur les autres. J'ai roulé jusqu'à la maison à travers les rues qui s'assombrissaient, passant devant des maisons où des familles s'installaient pour la soirée, des dîners étant préparés, des devoirs étant supervisés, les routines confortables de relations stables. Ma propre maison était sombre et vide, un monument à l'illusion que j'avais vécue. À l'intérieur, j'ai étalé les impressions de Tommy sur la table de la cuisine et je les ai étudiées comme des plans architecturaux. Le schéma était clair. La relation entre Simone et Brett avait commencé il y a environ 6 semaines, était rapidement devenue intime et se poursuivait. Les visites l'après-midi dans son appartement coïncidaient avec les moments où j'étais toujours sur les chantiers, quand elle savait que je ne rentrerais pas à l'improviste. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Simone. Nous devons parler. Ce traitement silencieux est puéril. Je viens demain matin, que ça te plaise ou non. J'ai regardé le message pendant un long moment, puis j'ai tapé en retour, d'accord. 10 heures. Il était temps d'arrêter d'éviter la confrontation. J'avais les preuves, je comprenais la situation, et j'étais prêt à entendre toute explication ou justification qu'elle prévoyait d'offrir. Mais d'abord, je devais décider ce que je voulais de cette conversation. Des excuses? Une confession? Une chance de se réconcilier? Alors que j'étais assis dans ma cuisine, entouré de la preuve de l'infidélité de ma femme, j'ai réalisé que ce que je voulais le plus était quelque chose qu'elle ne pouvait plus me donner. La capacité de lui faire entièrement confiance, comme je l'avais fait pendant les 7 premières années de notre mariage. Cette confiance, une fois brisée, ne pouvait être réparée par des mots ou des promesses. C'était comme un mur porteur qui avait été compromis. On pouvait le réparer, le renforcer, le contourner, mais l'intégrité structurelle ne serait plus jamais la même. Certains dommages étaient permanents. Certaines fondations, une fois fissurées, ne pouvaient plus jamais supporter le poids pour lequel elles avaient été conçues. Demain matin, Simone rentrerait en s'attendant à négocier, à s'expliquer, à rétablir d'une manière ou d'une autre le statu quo. Mais le statu quo n'existait plus. L'homme qu'elle avait épousé, celui qui faisait aveuglément confiance, qui trouvait des excuses à son comportement, qui privilégiait l'harmonie à l'honnêteté, avait été remplacé par quelqu'un de plus dur et de plus lucide. Quelqu'un qui savait maintenant exactement ce que son mariage valait et ce qu'il ne valait pas. J'ai ramassé les imprimés et les ai enfermés dans le tiroir de mon bureau. Demain, nous aurions notre conversation, puis je commencerai le processus minutieux et méthodique de démantèlement de la vie que nous avions construite ensemble, une décision à la fois. Après tout, j'étais un expert en démolition. Je savais comment démolir les choses en toute sécurité, efficacement et complètement. Simone arriva à 10 heures pile, sa BMW argentée se gara dans l'allée avec la précision de quelqu'un qui avait répété ce moment. Je la regardais depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'elle restait assise dans sa voiture pendant une minute entière, vérifiant son maquillage dans le rétroviseur, se préparant à ce qu'elle supposait probablement être une négociation. Elle avait choisi sa tenue avec soin, la robe bleue qui avait toujours été ma préférée, associée aux boucles d'oreilles en perles que je lui avais offertes pour notre 5e anniversaire. Tout dans son apparence était calculé pour me rappeler de meilleurs moments, pour adoucir la colère qu'elle s'attendait à affronter. J'ouvris la porte d'entrée avant qu'elle ne puisse frapper. Adriane. Elle entra avec l'assurance prudente de quelqu'un qui pénètre en territoire potentiellement hostile. Merci d'avoir accepté de parler. Nous devons avoir cette conversation. Autant le faire maintenant. Elle me suivit jusqu'au salon, ses talons claquant sur le parquet que j'avais refait moi-même 2 étés auparavant. Tout dans cette maison portait le poids de notre histoire commune. Le canapé que nous avions choisi ensemble, la table basse que j'avais fabriquée dans mon atelier, les photos de mariage qui semblaient maintenant des preuves d'une autre vie. Simone s'installa sur le canapé, croisant les jambes et joignant les mains sur ses genoux. Sa posture était parfaite, professionnelle, comme si elle rencontrait un client difficile plutôt que son mari de 8 ans. Je sais que tu es contrarié à propos d'hier soir, commença-t-elle, mais je pense que tu réagis de manière excessive. Oui, j'ai dansé avec quelqu'un au club. Oui, nous avons échangé nos numéros, mais ce n'est pas ce que tu crois. Que crois-je, Simone? Tu crois que j'ai une liaison. Tu crois que je te trompe, mais tu te trompes, Adriane. C'était juste du réseautage. Brett travaille dans les prêts hypothécaires, et il pourrait aider certains de mes clients avec le financement. Brett. Elle avait utilisé son nom sans que je le demande, confirmant ce que je savais déjà. Mais elle mentait toujours,
essayant toujours de gérer la situation avec une histoire qui aurait pu fonctionner si je n'avais pas passé la soirée précédente à recueillir des preuves. Réseautage, répétais-je. C'est comme ça que tu appelles le fait de passer 3 heures dans son appartement le mardi après-midi? Son visage devint pâle. Pour la première fois depuis son arrivée, son sang-froid se fissura. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je me levai et me dirigeai vers mon bureau, récupérant le dossier que Tommy avait préparé. Je connais Brett Ridgley. Je connais les appels téléphoniques, les messages textes, les visites à son appartement. Je connais les déjeuners au restaurant et la soirée de l'industrie où il avait ses mains partout sur toi. Je laissai tomber le dossier sur la table basse entre nous. Des photographies s'en échappèrent. Des images d'elle avec Brett, des journaux d'appels montrant des centaines de communications, des données de localisation traçant ses déplacements vers son appartement du centre-ville. Simone regarda les preuves comme si c'était un serpent venimeux qui était soudainement apparu dans notre salon. Comment as-tu eu ça? Est-ce que ça compte? La question est de savoir si tu vas continuer à mentir ou enfin me dire la vérité. Elle a ramassé une des photographies, celle d'elle et Brett au restaurant, assis proche, sa main posée sur son bras. Ses doigts tremblaient légèrement tandis qu'elle la tenait. Adrian, je peux expliquer. Alors explique. Explique comment le réseautage t'oblige à passer des heures dans son appartement. Explique pourquoi tu es tagué sur ses photos de réseaux sociaux. Explique pourquoi tu lui as donné ton numéro pendant que j'allais te chercher des verres. Le dernier détail la frappa comme un coup physique. Elle n'avait pas su que j'avais été témoin de cet échange, et la réalisation que j'avais regardée, que j'avais vu sa trahison en temps réel, sembla briser quelque chose en elle. Tu m'as vu au club? J'ai tout vu. Je t'ai vu danser avec lui. Je t'ai vu lui donner ton numéro. Je t'ai vu rire à ses blagues pendant que je me tenais à 6 mètres de là, tenant ton verre comme un idiot. Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux, mais je ne ressentis aucune envie de la réconforter. Ces larmes étaient pour elle-même, pas pour la douleur qu'elle m'avait causée. Ça n'était pas censé se passer comme ça, dit-elle doucement. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres de cette façon. Comment étais-je censé le découvrir, Simone? Avais-tu l'intention de me le dire un jour? Ou allais-tu simplement continuer à te cacher indéfiniment? Je ne sais pas. Je ne pensais pas clairement. Brett me faisait me sentir différente, excitante, comme si j'étais plus qu'une simple agente immobilière de petite ville mariée à un entrepreneur. Les mots piquèrent parce qu'ils révélaient ce qu'elle pensait vraiment de notre vie ensemble. Je ne lui suffisais pas. Notre mariage ne suffisait pas. La maison que nous avions construite, l'avenir que nous avions planifié, rien de tout cela n'était à la hauteur de l'excitation que Brett Ridgley offrait. Depuis combien de temps cela dure-t-il? 6 semaines, peut-être 7. Tout a commencé lors d'une conférence immobilière à Boston. Il était charmant, prospère, différent d'eux. Elle s'arrêta, réalisant qu'elle était sur le point de dire quelque chose d'encore plus blessant. Différent de moi. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Brett représente quelque chose que je ne peux pas te donner. L'excitation, le statut, tout ce que tu penses te manquer dans ta vie. Elle essuya ses yeux avec le revers de sa main, étalant son maquillage soigneusement appliqué. Je t'aime, Adrian. Vraiment, mais je l'aime lui aussi. Je sais que ça semble impossible, mais c'est vrai. Tu ne peux pas nous aimer tous les deux. Simone. L'amour n'est pas un temps partagé. Tu ne peux pas partager ton engagement entre deux personnes et t'attendre à ce que l'une ou l'autre relation ait un sens. Pourquoi pas? Pourquoi doit-ce être tout ou rien? Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver un moyen de faire fonctionner cela? La question révéla à quel point elle avait complètement perdu le contact avec la réalité. Elle suggérait une sorte d'arrangement où je partagerais ma femme avec un autre homme, où j'accepterais de faire partie d'un triangle au lieu de la moitié d'un partenariat. Parce que ce n'est pas le mariage. Ce n'est pas ce à quoi j'ai souscrit quand j'ai promis de t'être fidèle. Mais tu pourrais essayer. Pour nous. Pour ce que nous avons construit ensemble. J'ai regardé autour du salon, les meubles que nous avions choisis, les murs que j'avais peints, la vie que nous avions créée au fil des ans de décisions et de compromis partagés. Tout cela me semblait vide maintenant, comme un décor de cinéma conçu pour ressembler à une maison, mais dépourvu de toute base réelle. Ce que nous avons construit était basé sur la confiance et l'engagement. Tu as détruit ces deux choses. Il n'y a plus rien à sauver. Ne dis pas ça.
Nous pouvons aller en thérapie de couple. Nous pouvons surmonter ça. La thérapie ne peut pas réparer ça, Simone. Tu as fait un choix. Tu as choisi l'excitation plutôt que la stabilité, Brett plutôt que moi, les mensonges plutôt que l'honnêteté. Ces choix ont des conséquences. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le quartier où nous avions prévu d'élever des enfants, de vieillir ensemble, de construire une vie qui comptait. Ces rêves me semblaient des reliques d'une fouille archéologique, des artefacts intéressants d'une civilisation qui n'existait plus. Qu'est-ce que tu dis? Sa voix était petite, effrayée. Je dis que notre mariage est fini. Je dis que tu ne peux pas revenir ici. Je dis que tu dois décider si tu veux être avec Brett ou seul, car être avec moi n'est plus une option. Tu divorces de moi? Juste comme ça? Juste comme ça. Elle se leva brusquement, son sang-froid s'effondrant enfin complètement. Tu es cruel. Tu es vindicatif. Ce n'est pas l'homme que j'ai épousé. L'homme que tu as épousé te faisait entièrement confiance. L'homme que tu as épousé croyait en notre partenariat. L'homme que tu as épousé n'existe plus. Tu l'as éliminé lorsque tu as décidé de trahir tout ce que nous nous étions promis. J'ai fait une erreur. Les gens font des erreurs, Adrian. Ça ne veut pas dire qu'on jette 8 ans de mariage. Ce n'était pas une erreur. Les erreurs sont accidentelles. C'était une série de choix délibérés faits pendant des mois. Tu as choisi de rencontrer Brett. Tu as choisi de lui donner ton numéro. Tu as choisi de visiter son appartement. Tu as choisi de me mentir chaque jour. Elle a ramassé les photographies avec des mains tremblantes, comme si le fait d'enlever les preuves pouvait d'une manière ou d'une autre annuler ce qu'elle révélait. J'ai besoin de temps pour réfléchir. J'ai besoin de comprendre ce que je veux. Tu as eu 7 semaines pour le comprendre. Tu as choisi Brett. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix. Et si je te choisis, si je romps avec lui? Je me suis retourné pour lui faire face, cette femme que j'avais aimée pendant 8 ans et qui était devenue une étrangère en l'espace d'une seule soirée. Il est trop tard pour ce choix. La confiance, une fois brisée, ne peut être réparée par de bonnes intentions. Je ne pourrai plus jamais te regarder sans me demander à qui tu penses vraiment, où tu vas vraiment, si tu me dis la vérité. Alors c'est tout? Tu nous abandonnes? J'accepte la réalité. Notre mariage a pris fin au moment où tu as décidé que Brett était plus important que tes vœux. Je ne fais que reconnaître ce que tu as déjà choisi. Elle s'est dirigée vers la porte d'entrée, puis s'est arrêtée et s'est retournée. J'espère que tu le regretteras un jour. J'espère que tu réaliseras que tu as gâché quelque chose de bien parce que tu n'as pas pu pardonner une erreur. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas l'avoir vu venir plus tôt. La seule chose que je regrette, c'est de t'avoir fait confiance bien après que tu ne le mérites plus. La porte s'est refermée derrière elle avec un léger clic, et je me suis retrouvé seul à nouveau dans la maison qui était enfin entièrement la mienne. Dehors, sa BMW est restée dans l'allée pendant 10 minutes de plus pendant qu'elle passait des appels, probablement à Brett, peut-être à Caitlin, certainement à quelqu'un qui lui dirait que j'étais déraisonnable, que les mariages pouvaient survivre à l'infidélité, que je reviendrais un jour. Mais je ne reviendrai pas. Certaines lignes, une fois franchies, redéfinissent tout le paysage. Certaines trahisons changent non seulement ce que l'on savait d'une personne, mais aussi qui l'on était prêt à être en relation avec elle. Lorsque sa voiture s'éloigna enfin, je ressentis quelque chose que je n'avais pas connu depuis des mois. La paix. Non pas le bonheur, cela viendrait plus tard, si tant est qu'il vienne, mais la paix structurelle profonde qui résulte de l'acceptation finale de la vérité sur sa situation. Mon mariage était terminé, ma femme était partie, mon avenir était incertain. Et pour la première fois depuis des années, cela me sembla un progrès. 3 jours passèrent avant que je ne réalise que je fredonnais en travaillant. Le projet de cuisine Henderson était terminé, et nous étions passés à la rénovation d'une salle de bain pour les Kowalski. Aucune relation avec mon employé Denny, juste une de ces coïncidences qui faisaient que notre petite ville semblait encore plus petite. Le travail me semblait différent maintenant, plus propre. Sans l'inquiétude constante en arrière-plan concernant l'humeur de Simone, son emploi du temps, ses besoins, je pouvais me concentrer entièrement sur la tâche à accomplir. Mon équipe avait également remarqué le changement. Le patron a l'air plus léger ces jours-ci, j'entendis Jake dire à Denny pendant notre pause déjeuner. Plus comme son ancien lui. Mon ancien moi. J'avais oublié que cette version d'Adrian Blackwood existait,
l'homme qui prenait un réel plaisir à transformer les espaces, qui pouvait se perdre dans la satisfaction des mesures précises et des ajustements parfaits. Le mariage avec Simone avait progressivement érodé ce contentement, le remplaçant par une anxiété constante de bas niveau quant à savoir si j'en faisais assez, si j'étais assez, si je fournissais assez. Maintenant, avec cette pression levée, je me suis souvenu pourquoi j'avais choisi cette profession en premier lieu. Mon téléphone a vibré avec un message d'un numéro inconnu. Nous devrions parler. C'est Brett. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Quoique Brett Ridgley veuille discuter, je n'étais pas intéressé. Il avait gagné le prix qu'il poursuivait, il pouvait faire face aux conséquences sans mon intervention. Le téléphone a vibré à nouveau. Simone m'a dit ce qui s'était passé. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Cette fois, j'ai répondu. Pas de malentendu. Félicitations pour votre nouvelle relation. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes juste amis. J'ai failli rire. Même maintenant, face à l'effondrement de mon mariage, il mentait encore, essayant toujours de gérer le récit, de contrôler les dégâts, de minimiser leurs responsabilités. Dis ça à quelqu'un qui te croit, répondis-je, puis je bloquai complètement son numéro. Ce soir-là, je m'arrêtai au Murphy's Tavern, un bar ouvrier à 3 pâtés de maison de ma maison où entrepreneurs, plombiers et électriciens se réunissaient pour se plaindre de clients difficiles et célébrer des projets terminés. Je n'y étais pas allé depuis des mois. Simone avait considéré cela comme en dessous de ses aspirations sociales, mais ce soir, j'avais soif de la compagnie de personnes qui comprenaient la valeur du travail honnête. Big Mike Murphy se tenait derrière le bar, polissant des verres avec le soin méthodique de quelqu'un qui tirait fierté des détails. Mike avait 62 ans, bâti comme un secondeur à la retraite, et servait des boissons au quartier depuis 25 ans. Il connaissait l'histoire de chacun et gardait leurs secrets avec une discrétion professionnelle. Adrian Blackwood, ça fait un moment que je ne t'ai pas vu. Le même? Whisky pur. Un double. Mike versa la boisson et la fit glisser sur le bar. Journée difficile? Semaine difficile. Mois difficile, en fait. Tu veux en parler? J'ai considéré l'offre. Mike avait probablement entendu toutes les variations de drames humains qui existaient. Conjoints infidèles, problèmes financiers, conflits familiaux, désastres professionnels. Mon histoire n'était pas unique, juste personnellement dévastatrice. Ma femme a eu une liaison. Je l'ai découvert, l'ai confronté, et mis fin au mariage. Maintenant, j'essaie de comprendre ce qui vient ensuite. Mike hocha la tête pensivement. Depuis combien de temps étiez-vous mariés? 8 ans. Des enfants? Non. Nous disions toujours que nous fonderions une famille un jour, mais ce jour n'est jamais venu. Probablement pour le mieux compte tenu des circonstances. Les enfants compliquent beaucoup ces situations. Je sirotais mon whisky et observais les autres clients, des hommes et des femmes qui travaillaient de leurs mains, qui construisaient des choses et réparaient des choses et maintenaient le monde en marche. Des gens honnêtes vivant des vies honnêtes, la plupart d'entre eux. Puis-je te demander quelque chose, Mike? Selon ton expérience, les mariages survivent-ils à l'infidélité? Les gens peuvent-ils vraiment surmonter ce genre de trahison? Mike posa son verre et s'appuya sur le bar. Certains oui. Cela dépend des personnes impliquées, des circonstances, et si les deux parties sont prêtes à faire le travail nécessaire pour reconstruire la confiance. Et à ton avis, est-ce que ça vaut la peine? C'est une question à laquelle toi seul peux répondre. Mais je dirais ceci. J'ai vu des couples qui ont surmonté l'infidélité et en sont sortis plus forts, et j'ai vu des couples qui ont essayé de se réconcilier et ont juste prolongé la misère pendant des années. Qu'est-ce qui a fait la différence? L'honnêteté. Une honnêteté brutale et complète de la part des deux personnes sur ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi cela s'est produit, et ce qu'elles étaient prêtes à faire différemment à l'avenir. Si l'une ou l'autre personne retient des informations, trouve des excuses ou essaie de minimiser son rôle dans le problème, la réconciliation échoue. J'ai pensé à la performance de Simone il y a 3 jours. La tenue soignée, les explications répétées, la suggestion que nous pourrions d'une manière ou d'une autre faire fonctionner un triangle. Même face à des preuves accablantes, elle était calculatrice, stratégique, refusant de reconnaître pleinement l'étendue de sa trahison. Elle voulait maintenir les deux relations, ai-je dit. Elle pensait que nous pourrions trouver une sorte d'arrangement où elle n'aurait pas à choisir. Mike siffla doucement.
Ce n'est pas du remords, Adriane. C'est de l'arrogance. Elle voulait le beurre et l'argent du beurre, avec toi qui payais la facture pour ce privilège. C'est ce que je pensais. Mais une partie de moi se demande si j'ai abandonné trop facilement, si j'aurais dû essayer plus fort de sauver le mariage. Laisse-moi te poser cette question. Si tu la reprenais demain, si elle rompait avec cet autre homme et promettait d'être fidèle, lui ferais-tu confiance? La question me frappa comme un coup physique car la réponse fut immédiate et absolue. Non. Je ne lui ferai plus jamais confiance. Alors tu as ta réponse. Le mariage sans confiance n'est pas un mariage. Ce ne sont que deux personnes partageant des dépenses tout en vivant des vies séparées. J'ai fini mon whisky et en ai commandé un autre. L'alcool adoucissait les arrêts vives de mes émotions, rendant la douleur plus gérable sans l'éliminer complètement. Le plus dur, dis-je, c'est que je l'aime toujours. Même en sachant ce qu'elle a fait, même en voyant les preuves, une partie de moi aime toujours la femme que je croyais qu'elle était. C'est normal. Le deuil ne s'applique pas seulement aux personnes qui décèdent. Il s'applique lorsque des relations se terminent, lorsque l'avenir que vous aviez prévu disparaît, lorsque vous devez laisser partir la personne que vous pensiez qu'elle était. Combien de temps cela prend-il? Le deuil, je veux dire. Cela dépend de la personne, mais je peux vous dire ceci. Cela devient plus facile lorsque vous arrêtez de le combattre et que vous commencez à l'accepter. Plus tôt vous reconnaîtrez que votre mariage est vraiment terminé, plus tôt vous pourrez commencer à construire ce qui vient ensuite. J'ai passé 1 heure de plus chez Murphy, écoutant le bavardage confortable de gens qui travaillaient dur et jouaient honnêtement. Quand je suis finalement rentré chez moi, j'ai ressenti quelque chose qui s'approchait de la clarté concernant ma situation. Simone avait fait son choix. J'avais fait le mien. Maintenant, nous vivrions tous les deux avec les conséquences. Mais en arrivant dans mon allée, j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait serrer l'estomac. La Dodge chargée noire garée de l'autre côté de la rue, moteur en marche, vitres teintées assez foncées pour cacher les occupants. Brett Ridgley avait décidé que bloquer son numéro n'était pas suffisant pour mettre fin à notre communication. Je me suis garé dans mon garage et suis entré dans la maison par la porte latérale, gardant les lumières éteintes pendant que je me dirigeais vers la fenêtre avant. Le chargé est resté là pendant 20 minutes de plus avant de finalement s'éloigner, mais le message était clair. Cette situation n'était pas terminée. Brett voulait une confrontation. Peut-être Simone l'avait-elle convaincu que j'étais l'obstacle à leur bonheur, que s'ils pouvaient juste me parler, me raisonner, expliquer leur version de l'histoire, je pourrais m'effacer gracieusement. Ou peut-être essayait-il de m'intimider, de me faire comprendre qu'il n'avait pas peur d'une confrontation. Quoi qu'il en soit, il avait fait une erreur. J'avais passé toute ma vie d'adulte à travailler avec des outils et des matériaux qui pouvaient causer de sérieux dommages s'ils étaient mal manipulés. Je comprenais l'effet de levier, les points de pression et l'application précise de la force. Plus important encore, j'avais des amis qui partageaient cette connaissance et n'hésiteraient pas à aider si la situation dégénérait. Brett Ridgley était sur le point d'apprendre que certains hommes étaient plus difficiles à intimider que d'autres. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un message à Denny. J'aurai peut-être besoin d'un renfort bientôt. Es-tu disponible si les choses se compliquent? Sa réponse est venue immédiatement. Toujours. Quel genre de complications? Le genre où le petit ami de ma femme pense qu'il peut me forcer à accepter leur relation. Adresse? Je lui ai envoyé ma position et me suis installé pour attendre. Si Brett voulait faire monter la situation au-delà des messages textés de la surveillance nocturne, il découvrirait que je n'étais pas la victime passive qu'il s'attendait apparemment. Certaines fondations, lorsqu'elles étaient attaquées, s'effondraient facilement. D'autres étaient construites pour résister à une pression importante. Brett était sur le point de découvrir quel genre d'homme il avait choisi d'antagoniser. Le chargé est revenu à 2h15 du matin, se garant au même endroit de l'autre côté de la rue, moteur au ralenti. Cette fois, j'étais prêt. J'avais passé la soirée à me préparer, à enfiler des vêtements sombres, à me positionner à la fenêtre d'en haut avec une vue dégagée sur la rue, gardant mon téléphone chargé et à portée de main. Danny était arrivé à minuit et était posté dans mon garage avec une vue directe sur l'allée. Mouvement, je lui ai envoyé un message alors que la portière du chargé s'ouvrait. Brett Ridgley est sorti du siège du conducteur, et même sous le faible éclairage public, son langage corporel irradiait une confiance agressive. Il était vêtu d'un jean foncé et d'une veste noire, se déplaçant avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais fait face à de réelles conséquences pour ses actions.
Il se dirigea directement vers ma porte d'entrée et commença à frapper du poing. « Adrian, je sais que tu es là. Nous devons parler, d'homme à homme. » Je suis resté à la fenêtre d'en haut, observant. Laissez-le faire le premier pas, établir ses intentions, révéler l'étendue de sa stupidité. Allez, Adrian. Ne sois pas un lâche. Affronte-moi comme un homme. L'insulte était prévisible, de la pure masculinité toxique, conçue pour me provoquer à ouvrir la porte et à m'engager selon ses propres termes. Mais j'avais appris la patience grâce à des années de travail dans la construction, où la précipitation menait à des erreurs et les erreurs à des blessures. Brett frappa à la porte pendant 1 minute de plus, puis fit le tour de la maison, testant les fenêtres, cherchant un autre moyen d'attirer mon attention. Quand il atteignit l'arrière-cour, je le perdis de vue. Mon téléphone vibra avec un message de Danny. Il essaie la porte arrière maintenant. Tu veux que je me présente? Pas encore. Voyons jusqu'où il est prêt à aller. Les coups reprirent, cette fois sur la porte coulissante arrière. La voix de Brett traversait la vitre. Je ne pars pas avant qu'on ne parle. Simone mérite mieux que ce traitement silencieux. Simone mérite mieux. La phrase révélait tout sur l'état d'esprit de Brett. Il se voyait comme son champion, son sauveur d'un mariage avec un mari inadéquat. Dans sa version des événements, j'étais le méchant qui séparait 2 amants par fierté obstinée. Les coups s'arrêtèrent. Pendant plusieurs minutes, la nuit fut calme, à l'exception du lointain bourdonnement de la circulation sur la route principale. Puis j'entendis un son qui me fit serrer la mâchoire, le frottement du métal contre le verre. Il essayait de forcer la serrure de la porte coulissante. Cela dépassait la ligne du harcèlement pour atteindre la tentative d'effraction. J'envoyai un message à Danny. Il essaie de s'introduire. Il est temps de lui dire bonjour. Je descendis et me positionnai près de la porte d'entrée, prêt à bouger rapidement dans n'importe quelle direction. Par la fenêtre arrière, je pouvais voir Brett travailler sur la serrure de la porte avec ce qui ressemblait à un tournevis. Ses mouvements devenaient plus frustrés à mesure que le mécanisme résistait à ses efforts d'amateur. La porte du garage s'ouvrit avec un grondement mécanique qui résonna dans le quartier tranquille. Brett se figea, le tournevis toujours à la main, tandis que Danny émergeait dans le jardin comme un cauchemar incarné. À 1m93 et 109 kg de muscles forgés par des années de travail physique, Danny Kowalski était une présence intimidante même en plein jour. À 2h30 du matin, vêtu de noir et se déplaçant avec un silence de prédateur, il ressemblait à quelque chose qui aurait sa place dans un film d'horreur. « Bonsoir », dit Danny d'un ton désinvolte. « Belle nuit pour une promenade, ne trouvez-vous pas ?» Brett se retourna, le tournevis lui échappant des mains et claquant sur le patio en béton. Dans la pénombre, son visage montra le moment exact où l'agression confiante se transforma en une peur authentique. « Qui? Que faites-vous ici? » « Je suis un ami du propriétaire. Il a mentionné qu'il avait des problèmes avec des intrus, alors j'ai pensé que je garderais un œil sur les lieux. » Danny s'approcha, sa voix restant amicale même si sa présence physique devenait plus menaçante. « Vous ne seriez pas l'un de ces intrus, n'est-ce pas? Je veux juste parler à Adrian. C'est entre lui et moi. » C'est marrant ça. Adrian ne veut pas vous parler. Il l'a très clairement montré en ne répondant pas à vos appels, en ne répondant pas à vos messages, et en n'ouvrant pas sa porte quand vous frappez comme une sorte de fou. Brett essaya de reculer et se cogna contre la porte coulissante. Le regard d'animal piégé dans ses yeux était presque comique. « Écoutez, je ne veux pas d'ennui. Je pense juste qu'il y a eu un malentendu concernant ma relation avec Simone. » « Pas de malentendu, répondit Danny. Vous couchez avec la femme d'un autre homme. Il l'a découvert. Il a mis fin à son mariage. Maintenant, vous le harcelez chez lui au milieu de la nuit. C'est à peu près ça? Ce n'est pas si simple. En fait, c'est exactement ça. Danny s'approcha à nouveau, forçant Brett à se presser contre la porte vitrée. Voici ce qui va se passer. Vous allez retourner à votre belle voiture, partir, et ne jamais revenir à cette adresse. Vous n'allez pas appeler Adrian, ni lui envoyer de message, ni le contacter de quelque manière que ce soit. Vous allez disparaître complètement de sa vie. Et si je ne le fais pas? Danny sourit, et même de l'intérieur de la maison, je pouvais voir que ce n'était pas une expression agréable. Alors mes amis et moi devrons vous expliquer la situation dans des termes que vous comprendrez mieux. Et croyez-moi, Brett,
vous ne voulez pas de cette conversation. Vous me menacez? Je vous informe des conséquences naturelles de vos choix. Vous avez décidé de poursuivre une femme mariée. Vous avez décidé de détruire le mariage de quelqu'un d'autre. Vous avez décidé de vous présenter chez lui au milieu de la nuit et d'essayer de vous introduire. Ces choix ont créé une situation où des personnes raisonnables pourraient se sentir obligées de protéger leur ami d'un harcèlement supplémentaire. La confiance de Brett s'était complètement évaporée. Il ressemblait à ce qu'il était, un courtier hypothécaire qui passait son temps libre à la salle de sport, complètement dépassé face à des hommes qui travaillaient avec des outils dangereux et de lourdes machines pour gagner leur vie. Ce n'est pas fini, dit-il, mais sa voix manquait de conviction. Si, c'est fini, répondit Danny. C'est fini parce que vous allez faire le bon choix et partir. Parce que vous allez réaliser que Simone ne vaut pas la peine d'être blessée. Parce que vous allez comprendre que certains hommes ripostent lorsque vous menacez leur foyer. Brett longea la porte coulissante vers le coin de la maison, gardant ses yeux sur Danny tout le temps. Lorsqu'il atteignit le portail de la cour avant, il se mit à courir. Je l'observais depuis la fenêtre avant alors qu'il sprintait vers sa chargée, tâtonnait avec ses clés, et s'éloignait avec le désespoir de quelqu'un fuyant une scène de crime. Ses pneus crissaient alors qu'il accélérait dans la rue, et je doutais qu'il revienne. Danny apparut à ma porte d'entrée quelques minutes plus tard, souriant comme s'il venait de terminer une séance d'entraînement agréable. C'était amusant, dit-il. Le type est un parfait amateur. Que du flafla, pas de substance. Tu crois qu'il restera loin? Les gars comme ça ne pensent qu'à l'image et au confort. Il ne va pas risquer de se faire abîmer sa jolie tête pour la femme de quelqu'un d'autre. Il va probablement se convaincre que Simone ne vaut pas la peine. Nous nous sommes assis dans ma cuisine, buvant du café et discutant des événements de la soirée. L'adrénaline se dissipait, me laissant étrangement vide. La visite de Brett avait été une distraction du vrai problème, l'effondrement de mon mariage et le besoin de reconstruire ma vie à partir de zéro. Tu sais, dit Danny, cela pourrait en fait tourner à ton avantage. Comment ça? Pensif, Brett vient de prendre une claque de la réalité sur ce que lui coûtera de poursuivre Simone. Il pensait avoir une liaison amusante avec une femme mariée, sans attache. Maintenant, il a affaire à des maris en colère. À des confrontations nocturnes et à la possibilité de réelles conséquences pour ses actions. Tu crois qu'il va la larguer? Je pense qu'il va commencer à se demander si elle vaut le drame. Et quand ça arrivera, Simone va découvrir que sa nouvelle romance excitante n'est pas aussi excitante qu'elle le pensait. L'idée avait une certaine justice poétique. Simone avait fait exploser notre mariage pour le frisson d'être avec Brett, convaincu qu'il représentait tout ce que je ne pouvais pas lui offrir. Si Brett décidait que la situation était trop compliquée et s'en allait, elle se retrouverait sans rien. Pas de mari, pas d'amant, pas d'avenir qu'elle avait prévu. Quoi qu'il en soit, dis-je, ce n'est plus mon problème. Exactement. Vous êtes libre de construire la vie que vous voulez, avec qui vous voulez, quand vous serez prêt. Cela vaut la peine d'être célébré. Après le départ de Danny, je me suis tenu dans ma cuisine et j'ai regardé autour de l'espace qui était enfin entièrement le mien. Plus besoin de marcher sur des œufs avec les humeurs de Simone. Plus besoin de me demander où elle était ou avec qui elle était. Plus besoin de prétendre que notre mariage était quelque chose qu'il n'était pas. Le silence me semblait la liberté. Dehors, l'aube commençait à toucher l'horizon d'une lumière dorée pâle. Un nouveau jour commençait, et pour la première fois depuis des mois, j'avais hâte de voir ce qu'il apporterait. Certaines démolitions étaient nécessaires avant qu'une nouvelle construction puisse commencer. Certaines fondations devaient être complètement enlevées avant de pouvoir construire quelque chose de plus solide à leur place. Mon mariage était parti, mais ma vie ne faisait que commencer. 6 mois plus tard, j'installais des armoires sur mesure dans la cuisine de Sarah Mitchell lorsqu'elle posa la question que j'attendais depuis des semaines. Adriane, aimeriez-vous dîner avec moi un jour, quelque part qui n'implique pas de sciure de bois et d'outils électriques? Sarah était une enseignante divorcée, 42 ans, avec des yeux gentils et un rire qui me rappelait pourquoi j'avais autrefois aimé faire sourire les gens. Elle avait engagé mon entreprise pour rénover toute sa maison après la fin de son propre mariage, et nous avions développé une amitié facile basée sur une expérience partagée et un respect mutuel. Je posai ma perceuse et la regardai directement. J'aimerais beaucoup. Bien, parce que je n'avais plus de moyens subtils de demander. Nous avons tous les deux ri, et j'ai réalisé à quel point cela semblait naturel. Cette conversation, cette possibilité,
ce sentiment que ma vie avançait au lieu de stagner. Les 6 derniers mois avaient été une masterclass en reconstruction. Le divorce de Simone avait été finalisé il y a 3 semaines, géré par des avocats avec l'efficacité froide que la dissolution légale exigeait. Elle avait gardé la BMW et la moitié de nos économies. J'avais gardé la maison, l'entreprise et mon respect de soi. Denny avait eu raison à propos de Brett. En un mois après notre rencontre nocturne, il avait apparemment décidé que Simone venait avec trop de bagages et trop de complications. Elle s'était présentée une fois à mon bureau, en larmes et désespérée, demandant si nous pouvions essayer à nouveau maintenant que Brett n'était plus dans le tableau. Je lui ai dit la même chose que je lui avais dit 6 mois plus tôt. La confiance, une fois brisée, ne pouvait être réparée avec de bonnes intentions. Elle vivait maintenant dans un appartement du centre-ville, travaillant pour une autre entreprise immobilière, essayant de reconstruire sa réputation et sa clientèle. J'entendais des nouvelles de temps en temps par le réseau de potins du quartier, mais sa vie n'interférait plus avec la mienne de manière significative. Alors, dit Sarah, vendredi soir, il y a un nouveau restaurant italien en centre-ville qui est censé être excellent. Vendredi soir, ça me semble parfait. Alors que je rangeais mes outils à la fin de la journée, je réfléchissais à tout ce qui avait changé depuis cette nuit à l'encore. L'homme qui avait regardé sa femme danser avec un étranger me semblait quelqu'un d'une vie antérieure, naïf, confiant, prêt à accepter les apparences au lieu d'exiger des vérités plus profondes. L'homme que j'étais devenu était plus prudent, mais aussi plus confiant, plus sélectif, mais aussi plus ouvert à une connexion authentique. J'avais appris la différence entre l'amour et l'habitude, entre l'engagement et la commodité, entre construire quelque chose de durable et simplement maintenir quelque chose de familier. Mon téléphone vibra avec un message de Denny. Vers chez Murphy S ce soir. Jake offre la première tournée pour fêter la fin du chantier Morrison en avance. Je ne peux pas ce soir. J'ai des projets. Un rendez-vous galant? Quelque chose comme ça. Il était temps, patron. Il était grand temps. Je rentrais chez moi à travers des rues qui me semblaient complètement différentes de celles d'il y a 6 mois. Les mêmes maisons, les mêmes arbres, les mêmes repères familiers, mais maintenant ils représentaient la possibilité au lieu de la routine, la liberté au lieu de l'obligation. Earl Whitmore travaillait dans son jardin quand je me suis garé dans mon allée. Il m'a fait signe avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait des nouvelles à partager. Adrian. As-tu entendu parler de ce type, Ridgely? Celui avec la voiture noire? Quoi à son sujet? Il a été arrêté la semaine dernière. Apparemment, il dirigeait une sorte de fraude hypothécaire, gonflant les valeurs immobilières, falsifiant des documents de revenus, détournant de l'argent des frais de traitement des prêts. Le FBI a perquisitionné son bureau et gelé tous ses comptes. J'ai ressenti une sombre satisfaction. Le personnage de Brett l'avait finalement rattrapé d'une manière qui n'avait rien à voir avec son aventure avec Simone. Ça n'aurait pas pu arriver à un gars plus sympa, dis-je. Bien sûr, le nom de ton ex-femme est apparu dans certains documents. Il semble qu'elle lui orientait des clients en échange de pots de vin sur les frais hypothécaires. Rien de criminel de sa part, apparemment, mais ça ne va pas aider sa réputation dans l'immobilier. La nouvelle aurait dû me mettre en colère. Simone avait profité de pratiques commerciales douteuses alors qu'elle était mariée à moi, nous exposant potentiellement tous les deux à une responsabilité légale. Au lieu de cela, je n'ai ressenti qu'un vague sentiment de justification. Son mauvais jugement ne s'était pas limité à son choix d'amant. Merci pour la mise à jour, Earl. Bien sûr, bien sûr. Toujours bon de savoir à quel genre de personne on a affaire. Tu es mieux sans tout ce gâchis. Dans ma maison, je me suis douché et changé de vêtements, me préparant pour une soirée avec des amis qui valorisaient l'honnêteté et la loyauté, des plaisirs simples qui étaient devenus précieux après des mois de tromperie et d'incertitude. Alors que je me préparais à partir, j'ai aperçu mon reflet dans le miroir de la chambre. L'homme que je voyais était plus mince, plus marqué par le temps, avec des fils gris qui commençaient à apparaître à ses tempes, mais ses yeux étaient clairs et son expression était paisible d'une manière qui manquait depuis des années. C'était ça, le bonheur authentique, pas l'excitation maniaque d'une nouvelle romance ou l'intensité désespérée d'essayer de sauver quelque chose qui était déjà brisé, mais le contentement tranquille d'une vie bâtie sur des fondations solides. J'avais perdu une femme, mais je m'étais retrouvé. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gagné la possibilité de quelque chose de mieux. J'avais perdu l'avenir que j'avais planifié, mais j'avais ouvert la porte à des avenirs que je n'avais jamais imaginés. Certaines structures, lorsqu'elles s'effondraient,
ouvrait la voie à une meilleure construction. Certaines fins étaient en fait des débuts déguisés. Vendredi soir avec Sarah n'était que le début, mais pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de découvrir ce qui allait suivre. Le béton avait pris. La fondation était solide. Tout le reste n'était qu'une question de temps et de construction soignée. Et j'avais toujours été bon pour construire des choses qui duraient.